Il est 9h30. Nous allons donc commencer cette journée sur l'histoire croisée du Collège de France et de la Bibliothèque nationale de France. C'est une journée qui a été retardée d'1 an, même un peu plus d'1 an. Je ne sais plus si on l'a repoussé 1 fois, 2 fois ou 3 fois, parce qu'il y a des activités que nous avons maintenant en juin qui ont été repoussées plusieurs fois. C'est très bien que nous ayons maintenu cette programmation en juin, puisqu'il se trouve que nous avons le droit d'accueillir de nouveau des auditeurs comme on dit, en demi-jauge au Collège de France. Donc nous avons un public et c'est Laurence Angèle, présidente de la Bibliothèque nationale de France, qui va dire quelques mots pour commencer. Bonjour à tous. Voilà, c'est toujours un moment important qu'une réunion savante qui vient sanctionner des volontés communes. J'en connais la dimension institutionnelle, c'est celle qui me vaut le plaisir d'introduire cette journée, parce que je n'aurai pas d'autre titre pour le faire. Mais j'en apprécie aussi, bien sûr, la valeur scientifique et l'importance qui me font mesurer l'honneur qui est le mien de m'exprimer devant vous en ces lieux humblement. Et je m'en tiendrai donc, comme je vous le disais, Antoine, à quelques mots choisis pour situer les choses depuis cette place singulière qu'est celle de présidente d'une institution ancestrale. Mais il y a pourtant une dimension personnelle aussi à ce projet, car le récent souhait de la BNF et du Collège de France de signer une convention de partenariat, nous l'avons fait en 2019, n'est pas fortuit. Il vient de conversations, l'art de la conversation est important pour faire avancer les choses, de conversations régulières avec vous, Antoine, qui avez présidé jusqu'à tout récemment le conseil scientifique de la bibliothèque, et sur le fondement de la réflexion que vous engagez sur le rôle conjoint de nos institutions dans la naissance de certaines disciplines scientifiques modernes. Non pas seulement les différents types de connaissances, mais la manière dont elles ont été organisées en domaines qui ont leurs objets et leurs méthodes propres. Et lorsque nous avons commencé d'en parler, à peine nommé pour ma part à la présidence de la BNF, il m'a semblé d'emblée important et pertinent de faire écho à cette réflexion à la bibliothèque. Cette journée d'études conçue donc ensemble s'inscrit dans ce partenariat et d'une certaine manière, elle lui donne tout son sens, toute sa profondeur en se penchant sur cette histoire commune. Elle rejoint aussi les missions du comité d'histoire de la bibliothèque dont nous avons relancé les travaux, comité qui est bien représenté d'ailleurs parmi les intervenants de la journée, au-delà des personnels scientifiques de la bibliothèque. En tout cas, l'histoire de nos deux établissements n'a cessé de se croiser de longue date. En effet, du fait bien sûr des mouvements de personnes, conservateurs, professeurs au Collège de France, je n'ai pas regardé dans quel sens les choses se faisaient, mais en tout cas, elles se font de manière croisée, et du fait justement de ces disciplines, d'où cette idée de travailler ensemble sur la naissance de ces disciplines, naissance qui se fait parfois à la bibliothèque, du fait de l'arrivée de collections nouvelles, qui influent d'ailleurs en retour sur les acquisitions, car comme vous le savez, une fois que quelque chose entre à la bibliothèque, cela incite les conservateurs à approfondir les choses et créer ainsi des ensembles qui appellent au travail commun. Et c'est ainsi que, on va en parler, vous allez en parler tout à l'heure, on peut penser à la naissance de la papyrologie, on peut penser aussi à l'égyptologie, plus largement à l'archéologie, enfin toute une série de disciplines qui non seulement se constituent en même temps que se constituent les collections, mais qui sont enseignées, qui se déploient, qui se transmettent à partir de la bibliothèque. En tout cas, ce fut ainsi à certains moments de notre histoire. Il sera donc question aujourd'hui de ces échanges, au moins pour certaines des disciplines qui ont fait illustrer cette méthode de déploiement, et peut-être aussi à certaines époques plus qu'à d'autres. Ces échanges qui se font à travers le travail sur les sources, donc la recherche et l'enseignement, ce triptyque qui justifie ce qu'est la bibliothèque aussi.
S'y définissent donc des corpus de référence, des manières de les interroger, des styles, des postures scientifiques, des échanges qui nous permettent de bien ou de mieux comprendre le rôle que jouent nos deux institutions, de bien ou mieux saisir aussi l'intérêt qu'il y a à toujours revenir sur le métier, à toujours retravailler sur des questions, quand bien même on peut avoir le sentiment de bien les maîtriser ou de bien les connaître. Et cette question du retour permanent, du retour régulier sur soi, c'est peut-être aussi une des autres particularités ou une des autres identités que nous partageons, Collège de France et Bibliothèque. Il y a non seulement entre nous des croisements sur la durée, comme je l'évoquais, mais aussi ce même rapport à la durée longue, qui dit donc cette capacité à revenir sur soi, cette capacité à se reposer des questions quand bien même elles ont déjà été posées, une capacité qui permet sans doute à nos institutions de traverser les siècles, les conflits, les régimes politiques, qui les incite aussi, et les deux sont nécessairement liés, à toujours s'adapter, parce que se questionnant sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons, cette adaptation qui se voit par exemple dans l'évolution des collections de la bibliothèque, dans ses choix d'acquisition, j'en parlais, et plus récemment, par exemple, bien sûr, tout le monde en parle beaucoup dans sa politique de numérisation. En tout cas, c'est sans doute le propre des institutions que de savoir durer. Cela s'inscrit dans leur nom même, ce terme, où s'entend le verbe statuo, établir, poser, et où, pour ma part, mais les deux sont bien sûr liés, j'entends toujours ce stos, même si moi je ne suis pas latiniste, se tenir debout. En tout cas, c'est une idée à laquelle les institutions sont profondément attachées, à laquelle, comme attachée moi-même aux institutions, je me réfère constamment. Si les institutions servent à quelque chose, ça n'est pas seulement à se tenir elles-mêmes, mais bien sûr à aider chacun à se tenir debout. Et si elles ne durent pas toutes, du seul fait d'être nommées institutions, à tout le moins certaines d'entre elles se révèlent plus durables que d'autres, et parmi celles-là, sans doute celles qui ont trait au savoir. Rapprocher l'histoire de la BNF de celle du Collège de France, c'est donc poser la question de ce que le savoir doit aux institutions, de ce que le savoir doit, à travers les institutions, au temps qui permet la lente maturation des connaissances, temps qui est aussi pour la bibliothèque celui de la conservation des sources, bien sûr, de leur patiente description pour les rendre accessibles aux chercheurs. Pourtant, ou pour autant, cette proximité qu'on pourrait penser naturelle, d'abord, nous ne l'avons pas étudiée ensemble de toute éternité, ce qui prouve que peut-être ça n'est pas si naturel que ça, mais elle ne doit pas aussi faire oublier que précisément, il n'y a pas grand-chose de naturel dans l'institution, qu'autour de certaines disciplines, la rencontre entre d'un côté les collections et de l'autre l'enseignement et la recherche ne se fait justement pas de manière naturelle, ne se fait pas de manière évidente. Les liens se sont d'ailleurs parfois distendus, tout comme au collège, certaines disciplines dominent ou prédominent à certaines époques, puis disparaissent ou s'estompent, comme vous nous le rappellerez, Antoine, dans un instant. Cette question historique des liens distendus dans certains domaines, et pour nous aussi, et là je parle bien non pas comme personnel scientifique, mais comme présidente de la BNF, le rappel qu'il faut toujours se poser la question de ce lien entre les collections et la recherche. C'est une question qui est toujours actuelle. Dans les institutions culturelles, on parle de la politique des publics, mais au fond, elle révèle cette question essentielle, comment faire que ces collections soient la matière d'une recherche constante, de cette réinterrogation qui fait la recherche même. Donc pas d'évidence, mais un travail, et j'espère que ce colloque y contribuera. Pas d'évidence non plus, parce qu'il ne faut pas oublier que le souci que l'on peut avoir une institution pour l'autre ne va pas sans reproche, sans déception, sans interrogation. Alors on peut le voir positivement, c'est l'expression d'espérance ou d'attente. Et en tout cas, c'est une question importante. Et Christophe Labaune et Céline Surprenant, à qui on doit beaucoup pour l'organisation de cette journée,
nous l'ont en quelque sorte rappelé en transmettant à mes collègues de la bibliothèque. Est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que c'est une interpellation, un rappel à l'ordre? Un projet d'article inédit de Marcel Mauss, que je trouve sévère, mais sans doute était-il juste. Je le cite. « Il n'y a pas, c'est notre avis, d'institution publique essentielle plus en décadence que notre Bibliothèque nationale. Petitesse et insuffisance des moyens, personnel routinier, administration déplorable, vous voyez que tout le monde en prend pour son grade, où les meilleures volontés s'usent et se dissolvent. Une refonte complète, une réforme radicale est le seul salut d'une bibliothèque. » Ça me rassure parce que j'embête beaucoup tout le monde à la bibliothèque. Et certains pourront en témoigner ici pour dire qu'il faut se prendre en main, qu'il faut absolument se poser des questions. Une refonte complète, donc, une réforme radicale est le seul salut d'une bibliothèque, la première bibliothèque du monde. Cette réforme ne peut provenir que d'un changement d'attitude des pouvoirs publics. J'adhère à la remarque, mais je ne maîtrise pas. D'un peu plus de générosité de la part des amis de la science et des livres. Voilà pour cette citation édifiante. Alors je veux croire que cette refonte, cet acharnement contre la décadence sont à l'œuvre tout de même depuis quelques 20 ans à la bibliothèque. Je veux croire que nos relations aussi sont de nature à nous en préserver et, est-ce que je peux me permettre de dire, mutuellement. Ce qui m'incite à nous inviter à poursuivre dans le travail engagé et dont cette journée ne doit être comme un premier fruit. M'arrêtant un instant encore, si vous me le permettez, sur la seule bibliothèque, peut-être puis-je voir aussi dans les questions abordées aujourd'hui avec le Collège de France l'écho de celle que ce moment si singulier que constitue la fin des travaux à Richelieu, le site historique de la bibliothèque, doit nous inviter à nous reformuler pour nous-mêmes. La pleine restauration de Richelieu, c'est aussi, en effet, puisque nous parlons de l'histoire des institutions, à mon sens, la fin d'un cycle historique pour la Bibliothèque nationale, devenue alors Bibliothèque nationale de France, un petit pas vers le collège. Ce cycle naît à la fin des années 80, ayant abouti à l'ouverture du site François Mitterrand à la fin des années 90, un cycle qui doit l'inciter précisément à repenser ce rôle vis-à-vis des chercheurs, donc je le disais, c'est une question permanente, vis-à-vis des disciplines, donc à travers cette relation que nous établissons avec vous, vis-à-vis des savoirs d'une manière générale, qu'elle est supposée bien sûr conserver, mais qu'elle est supposée aussi nourrir, vis-à-vis d'une nation dont elle porte donc maintenant le nom, comme le collège, et vis-à-vis des citoyens qui la composent, vis-à-vis de la notion même d'institution. Toute question traversée aujourd'hui par la question presque ontologique du numérique quand il s'agit d'observer ce que le numérique fait précisément aux disciplines, aux savoirs, à leur diffusion, à la manière dont nous les diffusons, ou dont nous contribuons à les diffuser. De François Mitterrand, du site François Mitterrand au site Richelieu, il y a, je pense, cette même continuité. Et aujourd'hui, au moment où nous avons déjà constitué ce que l'on appelle, avec un petit manque de modestie, un campus à Richelieu, parce que nous y réunissons avec l'Institut d'histoire de l'art et la bibliothèque de l'École nationale des chartes. Ce campus Richelieu, mais demain un musée à Richelieu, ce doit être le lieu de cette interrogation sur les disciplines, sur l'histoire, sur la nation, et nous essayons, à travers la création d'un musée, d'y contribuer à notre manière. Voilà qui me fait croire que Collège de France et BNF, liés moins par une convention que par leur force vive, ont beaucoup à faire ensemble, en effet. Et je forme le vœu ici que, sur le fondement de cette proposition que vous nous aviez faite, Antoine, d'explorer le domaine des disciplines, et je vous en remercie vraiment très chaleureusement, nous poursuivions pour en aborder d'autres champs, celui de l'autorité, celui du rapport à la nation, celui du rapport à l'institution même. Je ne cesse de dire la même chose, des champs qui me semblent essentiels. Longue vie donc à nos travaux, à nos recherches communes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurence, de ces propos. Alors, il faut rappeler que c'est donc la première manifestation de ce partenariat qui a été noué en 2019 entre la Bibliothèque nationale de France et le Collège de France.
Mais il y avait déjà eu une convention qui avait été signée dans le passé, en 1993, entre les deux établissements. C'était une convention qui avait pour but la constitution d'un groupe de travail sur les archives et leur répartition entre le Collège de France, la Bibliothèque de France. À l'époque, on l'appelait la Bibliothèque de France. C'était entre Bibliothèque nationale et Bibliothèque nationale de France, et la direction des archives nationales. Alors, c'était du temps où l'administrateur du Collège de France était André Miquel, qui était professeur au Collège de France, mais qui, juste auparavant, était administrateur général. On appelait encore cela administrateur général de la Bibliothèque nationale. Donc, il y avait un lien tout à fait personnel d'André Miquel entre les deux institutions. Et cette convention a été signée, mais j'en ai appris tout récemment l'existence. Alors j'espère que notre nouvelle convention de partenariat aura des résultats plus concrets et aura une plus longue vie. Mais cela montre bien le lien indissoluble entre ces deux établissements. Rien que le fait qu'André Miquel ait été successivement professeur au collège, administrateur de la Bibliothèque nationale et puis administrateur du Collège de France. Ça, c'était dans les années, à la fin des années 80, au début des années 90. Le lien entre les deux institutions est, me semble-t-il, essentiel et il est, je le disais, indissoluble. Alors, je voudrais rappeler d'abord que nous sommes réunis dans le cadre de ce que nous avions appelé passage des disciplines, c'est-à-dire une enquête sur l'évolution des matières enseignées au Collège de France. Et à partir de ce poste d'observation que représente le Collège de France, une enquête sur l'évolution des disciplines, donc le grand arbre, la grande carte des disciplines, dans le haut enseignement, comme on disait, dans le haut enseignement en général, à Paris, en France et hors de France également. Et nous avons mené donc depuis un certain nombre d'années cette enquête à partir de l'histoire des chaires au Collège de France. Comme vous le savez, les chaires du Collège de France sont en nombre très très réduit. Elles sont passées de quelques-unes, 3, 4, 5. Pendant longtemps, elles ont été une vingtaine. Au XVIIIe siècle, une vingtaine, 2 fois 10, par 10 disciplines et 2 chaires. Elles ont augmenté au cours du XIXe siècle d'une vingtaine à 40-50, et le chiffre n'a pas bougé depuis la fin du XIXe siècle des chaires. Donc cela veut dire qu'avec ce nombre très réduit, le choix des matières enseignées est très ardu. C'est un jeu à somme nulle. Quand on introduit une nouvelle discipline, eh bien, on en élimine une autre. Pendant longtemps, il y a eu une assez grande stabilité, et puis, à partir du milieu du XIXe siècle, et on peut le dire à partir de l'administration de Renan, eh bien, le jeu, à chaque départ d'un professeur, le jeu est devenu beaucoup plus libre. Alors, c'est donc, je disais, un jeu à somme nulle, sauf lorsque la tutelle crée une chaire, ce qu'elle a fait de temps en temps. Et dans ce cas, elle avait la possibilité, depuis le milieu du XIXe siècle, de nommer directement le professeur, sans passer par une décision de l'Assemblée. Mais une fois que la chaire était dans le pot commun, eh bien, c'était à l'Assemblée des professeurs de décider du successeur. Donc nous nous sommes intéressés à cette évolution des disciplines enseignées, ce qui nous a amené à nous intéresser aux relations du Collège de France avec un certain nombre d'établissements voisins. Nous avons eu un colloque avec l'école pratique des hautes études, qui est un établissement donc né à la fin du Second Empire, au début de la Troisième République, et avec lequel il y a eu beaucoup de va-et-vient, et de va-et-vient constant encore aujourd'hui. Nous sommes intéressés à l'école supérieure de physique et chimie de Paris, qui a des rapports là aussi très anciens et très profonds
avec l'université, la Sorbonne, bien entendu, le muséum, et c'est donc le tour de nous intéresser aux relations du Collège de France et de la Bibliothèque nationale aujourd'hui de France. Bon, il y a eu aussi un intérêt pour les chaires dites coloniales qui étaient financées par les gouvernements des colonies ou par les chaires qui étaient financées par la ville de Paris, puisqu'il y a eu quelques chaires de fondation, notamment sous la Troisième République. Alors, je dis, au fond, les rapports entre collège et bibliothèque, ce sont les plus anciens, les plus profonds et sans doute les plus essentiels. Les projets d'une bibliothèque du roi et d'un collège royal sont inséparables pendant au moins 2 siècles, depuis le début du XVIe siècle jusqu'à une date assez avancée dans le XVIIIe siècle. Les projets sont inséparables, et ils sont inséparables, on a envie de dire, surtout dans leur recul, surtout dans l'absence de construction, surtout dans l'absence de réalisation, mais dans tous les projets, c'est commun. Quelques avancées et beaucoup de recul. Et je vous renvoie à un article important d'Antoine Coron, qui a été le conservateur de la réserve des livres rares à la Bibliothèque nationale, intitulé « Collège royal et Bibliotheca Regia », dans le livre « Les origines du Collège de France, 1500-1560 », que notre ami Marc Fumaroli avait publié en 1998, et c'était le résultat d'un colloque. Il y avait donc déjà eu un colloque commun en 1995, ici, au moment où une commission pour l'histoire du Collège de France avait été créée au Collège sous l'initiative de Marc Fumaroli. Et ça avait été l'occasion de réviser un certain nombre de mythes relative à l'histoire officielle, l'histoire institutionnelle des 2 établissements. Dans tous les établissements, il y a des histoires officielles. Ces histoires officielles, en général, elles sont très largement fictives. C'est des fictions d'histoire des origines. Et c'était le prélude d'une nouvelle histoire du collège que ce premier volume. Le second volume, malheureusement, n'a jamais été publié. Et quand j'ai repris, il y a un certain nombre d'années, le projet, disons, d'une certaine histoire du Collège de France, c'était sur des bases très différentes, puisque, je l'ai rappelé, c'était à partir d'un examen de l'évolution des disciplines. Donc c'était beaucoup moins une histoire institutionnelle qu'une histoire qui replongeait le Collège de France dans un contexte beaucoup plus général. Je n'avais pas envie de reprendre une histoire monographique à ce moment-là. Mais ce qu'il faut bien rappeler, c'est que pendant au moins 2 siècles, les 2 établissements sont inséparables. Et que dès la création de ces 2 bibliothèques du roi et Collège royal, dès la création en projet par François Ier dans les années 1520-1530, il est question d'un bâtiment commun. Nous aurions dû être logés ensemble dans l'hôtel de Nesle, c'est-à-dire juste en face du Louvre, sur la rive gauche, à peu près à l'emplacement de la bibliothèque Mazarine d'aujourd'hui. C'est là que nos 2 établissements auraient dû se trouver, selon le projet de 1539, où il s'agissait de construire un beau et grand collège et une belle et somptueuse librairie, qui n'ont jamais vu le jour, mais cela nous rappelle bien que le lien est fondamental. À l'origine, il s'agissait donc de rassembler les manuscrits que le roi faisait acheter en Italie et les ouvrages, et d'entamer un cycle de traduction. Et
la bibliothèque du collège n'était pas distincte de la bibliothèque du roi. C'était la même. Mais à la mort de François Ier, il n'y avait eu aucune construction et les brillants projets de François Ier ont rarement connu d'exécution. Le Collège de France s'est donc installé ici, dans le collège de Tréguier et de Cambrai, où les lecteurs royaux donnaient leurs cours, mais n'avaient pas de bibliothèque, tandis que les manuscrits du roi étaient voyagés entre Blois, Fontainebleau et le Louvre, et au fond, c'était quelques caisses. Sous Henri II, il n'y a pas davantage de construction, et la bibliothèque est négligée, mais le destin des deux établissements reste lié. En 1567, Ramus, qui a joué un rôle très important dans l'histoire du Collège de France, dans une épître dédicatoire à Catherine de Médicis, de son ouvrage de mathématiques, rappelle le projet et demande le déplacement de la bibliothèque du roi, donc ses manuscrits et ses ouvrages, de Fontainebleau à Paris. Et le déménagement a eu lieu avant la fin du XVIe siècle. Mais toujours pas de construction. À l'ouverture des cours en 1595, Monanteuil, qui représente le Collège de France, parle des plans du bâtiment, et le plan inclut toujours la bibliothèque royale. Donc la bibliothèque royale doit s'installer dans le même bâtiment que le Collège de France, et la construction est proche de réussir sous le règne d'Henri IV. Il y a une visite dans ces lieux en 1609 de Sully, de Thou et du Perron, qui sont les bibliothécaires du roi de Thou, et le cardinal qui est le patron des lecteurs royaux, et les plans qui sont confiés à Claude Châtillon. C'est ce que je vous ai rappelé là-haut, ça c'est le plan de 1610, au fond 1609-1610, de Châtillon, qui est l'architecte de la place royale, de la place des Vosges, et on revoit cette architecture de la place des Vosges. Et voilà le Collège de France avec ses deux ailes, cette cour et ce bâtiment du fond. Et dans cette construction, les ailes du rez-de-chaussée étaient occupées par les salles de cours, et au premier étage, c'était la bibliothèque du roi. C'était donc ici même que devait s'installer cette bibliothèque du roi. La construction a été entamée sous Louis XIII, après l'assassinat d'Henri IV, mais elle a été interrompue en 1619, et une seule aile a été achevée, l'aile qui est à gauche sur la diapositive. Cette seule aile a été achevée. Alors, je n'ai pas de quoi faire avancer ici. Voilà. Une seule aile a été achevée, et donc la bibliothèque n'a pas rejoint le collège. Cette aile a été achevée en 1634, et on la voit dans ce plan de Paris. Vous voyez donc le collège royal qui est là, le collège de Cambrai et la place de Cambrai, et en face le fameux enclos de Saint-Jean de Latran, la petite place devant le collège, et cette seule aile qui est construite. Alors, je crois que Isabelle et Céline parleront tout à l'heure au fond, le dernier grand moment de réunion possible des deux institutions, qui est en 1724, un moment où, cette fois-ci, c'est le collège qui est très bas, au fond de la décadence, et ce ne sont pas Mauss et Hubert qui se plaignent de l'état du collège, c'est les bibliothécaires
ce sont les bibliothécaires qui se lamentent sur la décadence du Collège de France. Et à ce moment-là, c'est la bibliothèque du roi qui est installée par Colbert rue Vivienne, qui, elle, a un espace assez large, qui, en plus, se voit attribuer l'hôtel de Nevers, rue Richelieu, hein, l'angle de la rue de Richelieu et de la rue Neuve des Petits Champs, alors qu'auparavant, elle avait l'autre côté. Et à ce moment-là, l'abbé Bignon, qui est le bibliothécaire du roi, obtient la réunion des deux établissements. Donc on est donc très proche de l'unification de Bibliothèque du Roi et Collège Royal en 1724 par un décret d'octobre 1724. Le collège de la Bibliothèque du Roi est censé rejoindre la Bibliothèque du Roi avec, bon, je n'entre pas dans le détail puisque vous allez en parler, mais ça veut dire que la moitié des chaires sont supprimées, des 20 chaires du collège, les chaires de médecine, de mathématiques, tout ça est supprimé pour se recentrer sur les langues rares, l'histoire, la géographie, autrement dit, le prélude de l'école des langues orientales, qui sera plus tard installée dans la bibliothèque royale, non encore nationale, une sorte d'école des langues orientales. Alors, le décret d'octobre 1724 ne sera jamais appliqué, et donc le Collège de France n'a pas rejoint la bibliothèque du roi. Il a résisté en 1724. Ils ont dit, mais c'est à la bibliothèque de nous rejoindre, ce n'est pas à nous de rejoindre la bibliothèque. C'était ça que voulaient François Ier et les souverains. Et le collège est donc resté ici, mais il s'est lui-même réformé, et ce bâtiment, il s'est réformé, heureusement, avant la Révolution française, grâce à l'abbé Garnier, dans les années qui ont précédé la Révolution française, ce qui fait qu'il n'a pas été aboli à la Révolution française. Il s'était en somme déjà modernisé, avait introduit les disciplines physiques et les disciplines des sciences de la nature, si bien qu'il a pu franchir la Révolution alors que l'université, elle, a été abolie. C'est grâce à cette réforme des années 1770 qu'il a survécu. Donc cette bibliothèque du roi n'a pas absorbé le collège royal, mais le lien entre les deux institutions est visible et on le voit dans les affiches des cours du collège où de nombreux professeurs sont présentés comme à la fois bibliothécaires à la bibliothèque du roi et professeurs au Collège de France. C'est le cas ici d'Étienne Fourmont, professeur d'arabe au début du XVIIIe siècle. Et vous voyez que c'est un moment où les disciplines sont inventées en même temps des deux côtés. Ce sont les interprètes du roi, les traducteurs, qui, dans toutes ces langues rares, sont en même temps à la Bibliothèque nationale en charge des manuscrits et au Collège de France dans leur chaire. Donc Michel Fourmont, Étienne Fourmont, professeur d'arabe, Michel Fourmont, professeur de syriaque de 1720 à 1746, qui sont aussi bibliothécaires. Ou encore Jean Boivin, le professeur de grec, ça c'est donc l'affiche de 1715-1716, et vous avez donc les 10 disciplines et les 2 professeurs par discipline, et vous voyez la présentation de Jean Boivin, qui est le professeur de grec, qui est en même temps donc le gardien des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale. Mais au fond, on va nous parler de 1724, qui est le moment où les deux institutions auraient vraiment pu n'en faire qu'une. Dans la suite, il y a toujours eu ce lien très fort grâce à ce noyau qui est l'orientalisme, puisque vous voyez que les disciplines sont parallèles des deux côtés. L'école des langues orientales a été créée, ne l'oublions pas, à la bibliothèque qui était encore royale,
dans ces années-là. Non, elle ne l'était plus, puisque c'est la Convention qui l'a créée, 1795. L'école des langues orientales est créée dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale, avec la mission d'enseigner les langues orientales vivantes. Et c'est cette école des langues orientales qui s'installera beaucoup plus tard rue de Lille. Mais la Bibliothèque nationale est restée pendant toute cette période du XIXe siècle le laboratoire de recherche dans toutes ces disciplines liées à l'Antiquité et à l'orientalisme. Elle est le laboratoire de recherche, ce qui fait que nombreux sont les professeurs du Collège de France qui ont été formés à la bibliothèque, et le va-et-vient entre les deux établissements est constant au XIXe siècle. On pourrait citer une longue liste, je n'en retiens que quelques noms parce que ce sont les plus célèbres: Sylvestre de Sacy, Rémusat, Naudet et Letronne, qui ont été administrateurs des deux côtés, Paulin Paris pour le Moyen-Âge, Paulin Paris qui est nommé par le pouvoir, par la tutelle, c'est une création nouvelle lorsque le Collège de France s'ouvre au Moyen-Âge, au milieu du XIXe siècle, Salomon Munk, Renan, Bréal, Bablon, et la liste est beaucoup plus longue au XIXe siècle de tous ceux qui sont passés par les deux établissements. Chaque établissement sur sa rive, et la Bibliothèque nationale, c'est un peu le paradoxe de cette histoire, qui n'est pas sur la rive gauche, c'est-à-dire la rive de l'enseignement, la rive de l'université. C'est un paradoxe que tout ça date de... Enfin, aujourd'hui, elle est sur la rive gauche. Elle a enfin rejoint la rive gauche après des siècles, mais c'est le paradoxe de cette bibliothèque qui a été installée sur la rive droite, à côté de la Bourse, ce qui, à certains moments au XIXe siècle, a choqué. Elle ne devrait pas être de ce côté-là, cette bibliothèque nationale. Et il y a donc eu des projets de déplacement de la Bibliothèque nationale, bien avant Tolbiac, pour la mettre au cœur du quartier latin. Elle aurait dû être ici, mais vous voyez que les circonstances, c'est ce que voulait François Ier, c'est ce que voulait Sully, c'est qu'elle soit ici, cette bibliothèque nationale. Et il y a donc eu, sous la monarchie de Juillet, des projets de déplacement de la Bibliothèque nationale pour qu'elle rejoigne enfin la rive gauche. Et je voudrais évoquer ceux de l'architecte Gaucher, François Tranquille Gaucher, projet de 1841-1845, pour déplacer la Bibliothèque royale dans ce qui était alors le 11e ou le 12e arrondissement, c'est-à-dire en gros le 6e et le 5e aujourd'hui. Et c'était au moment où on venait de voter les crédits de construction de l'école normale, 1841. L'école normale construite rue d'Ulm. Jusque-là, l'école normale était juste, elle était entre le Collège de France et le lycée Louis-le-Grand. C'était l'ancien collège qui partait derrière, qui était l'une des prisons célèbres sous la Terreur. J'oublie le nom du collège, il ne me vient plus à l'esprit, mais c'était prison sous la Terreur. C'était l'aile de Louis-le-Grand qui est juste derrière le Collège de France. C'est là qu'était l'école normale. Donc les crédits sont votés pour installer l'école normale rue d'Ulm, et dans la foulée, il est question de déplacer la bibliothèque royale par ici. Et il y a plusieurs projets de Gaucher. Oui, ce que je voulais vous montrer, c'est le plan de le Collège de France à la place de Cambrai, en haut de la diapositive, et en dessous, cet immense enclos Saint-Jean de Latran, dont j'ai déjà parlé dans d'autres circonstances, qui est un château fort, qui dépend de l'ordre de Latran et qui, depuis la Révolution, est
l'endroit le plus immonde de tout Paris, hein, juste en face du collège. C'est là, je m'y étais intéressé parce que c'était le repère des chiffonniers de Paris, hein, juste à côté du collège, et que c'est là, je soupçonne que c'était là que Claude Bernard trouvait ses chats pour ses expériences de laboratoire, hein, dans cet endroit immonde de Paris. Et voilà les différents projets de transformation de la Bibliothèque nationale en 1841. Le premier, eh bien, vous reconnaissez le quadrilatère, ce qu'on appelle aujourd'hui le quadrilatère Richelieu, qui était, voilà quel était son état en 1841. Et il s'agissait, le premier projet, c'était de le rénover, de le compléter. C'est ce qui sera fait finalement. Mais les projets rivaux, c'était les déplacements de la rive gauche. Le premier, c'est celui-ci qui a été vite écarté. C'est au fond l'enclos qui est... C'est Saint-André-des-Arts. C'est autour du lycée. J'oublie tous les noms maintenant. Quel est le lycée? Fénelon. C'est en gros, c'est de la rue Saint-André-des-Arts. C'est ça. Il s'agit de... ce projet est écarté. Le deuxième projet, c'est la place Saint-Sulpice, en face du séminaire. Le séminaire qui est là. La Bibliothèque nationale aurait été, au fond, entre la place Saint-Sulpice et la rue Dufour. Et le troisième projet, c'est celui qui m'intéresse, c'est celui-ci. Elle aurait rejoint le Collège de France et elle aurait occupé l'enclos Saint-Jean de Latran, cette place forte qui était en face du Collège de France. En bas, vous avez le Collège de France et au-dessus, vous avez ce quadrilatère qui n'est pas sans ressembler, me semble-t-il, à Tolbiac, hein, comme construction, et qui aurait fait de la Bibliothèque royale le voisin du Collège de France. Elle aurait rejoint sa place naturelle. Gaucher était l'architecte des abattoirs de Grenelle et de la halle au vin. Et voici ce qu'il écrivait en présentant ce projet. Quelle est la place naturelle de la bibliothèque? Évidemment, elle doit être située au centre de ceux pour lesquels elle existe. Ce sont incontestablement les savants, les littérateurs, les professeurs et les élèves des diverses facultés. Tout est sur la rive gauche de la Seine, dominé par les deux premiers établissements du monde. Bon, peut-être qu'il exagère, où de tous les coins de l'univers, on vient apprendre les mystères de la science transcendante. Le Collège de France et le Jardin du Roi. Il s'agissait de les rejoindre. Et d'où l'idée de ce terrain, c'est l'îlot formé par la rue des Noyers, qui est en gros le boulevard Saint-Germain, la rue Saint-Jean-de-Beauvais, Saint-Jean-de-Latran, et la place Cambrai et la rue Saint-Jacques. Et l'entrée de la bibliothèque aurait été en face de celle du Collège de France. Bon, je l'ai dit, la Bibliothèque nationale a enfin rejoint la rive gauche, mais elle n'est pas juste à côté de nous. Alors les liens se sont sans doute un peu distendus au XXe siècle, mais vous voyez que c'est au fond très récent dans cette longue histoire des deux institutions. Me semble-t-il, Babelon est l'un des derniers à avoir été à la fois des deux côtés sur les deux rives. Mais je ne peux pas manquer de rappeler qu'il y a tout de même au XXe siècle toute une série d'administrateurs de la Bibliothèque nationale qui étaient des professeurs au Collège de France. Alors, le premier, évidemment pas celui qu'on préfère rappeler, c'est Bernard Fay. Mais c'est lui qui m'avait mis sur la voie de toutes ces recherches, après tout, puisque c'est en travaillant sur lui que j'ai constaté que nous avions dans les archives les rapports de présentation des professeurs et qu'à partir de ces rapports de présentation des professeurs, on pouvait raconter l'histoire des disciplines. Donc, c'est tout de même à cause de lui que nous nous trouvons réunis pour ces travaux. Ensuite, il y a eu le Rider, Miquel, que je citais tout à l'heure, et le roi Ladurie. Donc, c'est une histoire qui est très longue que celle des liens
entre nos deux établissements. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été publiés, qui l'évoquent. Pour parler de l'histoire du Collège de France, on a le livre d'Abel Lefranc. Pour parler de l'histoire de la Bibliothèque nationale, on a le livre de Simone Balayer. Mais peut-être pas assez sur les rapports entre le Collège de France et la Bibliothèque nationale, ni dans l'un ni dans l'autre de ces livres. On a cet ouvrage de 1998 qui était le début de cette recherche sur l'histoire du Collège de France. Et maintenant, eh bien, espérons que cette première journée servira à lancer d'autres journées pour étudier d'autres aspects de ce que nous avons appelé notre histoire croisée de ces deux établissements. Je vous remercie.